Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler d'un sujet sensible, on va parler d'enfants et de l'association qui essaye d'apporter son soutien, son accompagnement. On en parle dans Cosmo Réunionnais. Deux dames pour en parler. Bonsoir Evelyne, bonsoir Jessie. Bonsoir Gismi, bonsoir à tous. Bonsoir Gismi, bonsoir tout le monde. Alors, EPA, ça veut dire quoi? Écoute-moi, protège-moi, aide-moi. C'est l'enfant qui parle. C'est-à-dire C'est l'enfant qui exprime et qui demande à la société, à ses parents, à sa famille d'être entendu, d'être reconnu, d'être écouté parfois dans ses blessures, dans ses souffrances. Parce que souvent on écoute les parents, on écoute la famille, mais on n'écoute pas l'enfant qui souffre, il ne sait pas trop vers qui se tourner. J'allais dire, c'est un petit peu le mal du siècle, c'est que on n'a plus l'attention de l'autre, on n'est plus écouté et donc plus entendu. C'est vrai, d'autant que l'enfant, il n'a pas toujours eu une place vraiment d'individu qu'on écoute. On considère qu'il est encore trop petit, donc ce qui peut le dire souvent est mis en doute. Et c'est une mentalité à changer. On essaye de valoriser cette parole de l'enfant en se disant il est un individu en construction, il apprend la vie aussi, mais quand il souffre, il a besoin d'être cru, d'être respecté aussi dans ce qu'il est, pour pouvoir devenir un adulte autonome. Alors, la question, c'est à vous deux, je pense que vous êtes maman, c'est la place de l'enfant dans la famille. À quel moment, bon, je vais y être aussi parce que je suis aussi parent, papa, merci Jessie, mais à quel moment on prend vraiment le temps de s'asseoir, de mettre l'attention nécessaire et d'écouter notre enfant? Alors déjà, le faire physiquement, c'est hyper important. Mais ça, on le fait pas, on le fait très rarement. C'est de se mettre à la même hauteur que l'enfant. Quand on veut lui expliquer quelque chose, c'est droit dans les yeux. Et puis, qu'est-ce que ça nous coûte de mettre un genou par terre et d'être à la même taille que lui? Ça nous prend quoi? 2 secondes, 25? Mais au moins de se mettre à la même taille que lui. Déjà lui montrer que on est là et on écoute. Je vais mettre un bémol à ça. Parce que le problème, c'est pas... Et c'est effectivement, Jessie a raison, là-dessus, il n'y a pas de problème, Jessie a raison. Mais à quel moment on est dans le bon état d'esprit pour le faire? À quel moment il n'y a pas les problèmes du travail, professionnel, les problèmes domestiques, les soucis par-ci, la voiture qui a un problème? À quel moment on est disponible? C'est peut-être Alors là, là, la je question. laisserai répondre la thérapeute Evelyne Oliveri, la coach. Moi, je dirais simplement que l'enfant n'a pas... c'est une éponge, un enfant, faut le savoir. Hein, mais il n'a pas à prendre le stress des parents, la peur des parents, les angoisses des parents, le souci des parents. L'enfant, il a rien demandé. Hein, c'est simple à dire, mais pas facile à faire. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je disais, c'est justement comment la grande personne va se mettre dans la bonne posture pour être totalement disponible, pour bien écouter, pour tout entendre, tout comprendre et bien répondre. Je pense que le parent prend cette posture-là juste après l'accouchement quand il est bébé. Parce que c'est son objet. Ça, c'est de la théorie. Non, mais non, c'est une réalité. C'est souvent, le plus souvent, le parent, enfin moi c'est ce que j'ai observé, ce que j'observe, quand il est bébé, il a plus de temps, la maman est en congé maternité, donc là elle va peut-être prendre plus de soins. Après il y a des mamans qui ne savent pas le faire et qui ont des difficultés pour construire ce lien, on est d'accord. Mais en général, c'est là qu'il donne plus de temps disponible. Ensuite, on se dit que l'enfant, il doit écouter les parents, il doit suivre le rythme des parents. On l'entend un petit peu moins, ou sauf quand il commence à parler peut-être. Là, c'est la curiosité, c'est la surprise pour les parents. Il fait sourire ses parents, donc dès qu'il commence à parler, peut-être qu'on va jouer avec. Mais l'entendre et l'écouter réellement, le problème c'est qu'on va l'entendre et l'écouter quand il grandit, quand il devient adolescent. Mais à ce moment-là, c'est déjà un petit peu trop tard, peut-être. Et là, je vais peut-être embêter la thérapeute, mais je vais poser la question. Souvent, la mère, ou le père d'ailleurs, dans l'éducation de l'enfant de 0 à 3 ans, il est plus dans une émotion où il est en train de découvrir son rôle de parent, surtout quand il s'agit du premier enfant. Tout à fait. Il est là tout un flanc qui est là en train de dire « Oh mon bébé, qu'il est beau le bébé !» Ça, c'est dans les meilleurs des cas. Il n'est pas là à vivre pour le bébé, il vit pour lui.
Oui, et c'est important de se l'avouer. Il y a un côté un peu égoïste. C'est-à-dire que le bébé, c'est le prolongement aussi de la création des parents. Ouais. Donc, on se met pas à la place du bébé, mais on est émerveillé par ses réactions et que souvent, il y a un lien très fusionnel qui est là. Et le bébé, il n'est pas forcément, on l'aide pas forcément à grandir à ce moment-là. Non, C'est un peu son objet, c'est un peu sa chose. Exactement. Et une chose, un objet, c'est pas un sujet, c'est pas un individu. Donc c'est là que tout se passe, tout commence à partir de cette période-là déjà. Et en plus, quand on regarde à partir de 3 ans, lorsque l'enfant peut à 2 ans intégrer une crèche ou à partir de 3 ans intégrer la maternelle, ben ça continue de plus belle. On a l'impression qu'on expose une coupe, un trophée au monde entier en disant mon enfant il sait lire, mon enfant il sait écrire, il sait compter, il sait faire ci, il sait faire ça. Ben, l'enfant, pour l'instant, il n'est qu'exhibé pour le plaisir de 2 êtres qui sont aussi en devenir. C'est vrai, il a une grande pression sur lui finalement de satisfaire les attentes du parent. Et le parent est très très fier de dire c'est à moi, c'est à moi. Il a du mal à se séparer, et ce qui peut expliquer aussi l'angoisse de l'enfant dès qu'il change de contexte à cet âge-là, la crèche, l'école. Eh ben, pour lui c'est une perte parce qu'on l'y a pas préparé, puisque le parent c'était effectivement son trophée, son cadeau. Je ne sais pas si vous regardez sur Facebook, et je dis ça aussi à Jessie, mais les parents qui montrent leur fille en disant « c'est ma fille, c'est mon trésor », et sur Facebook, mon Dieu, on montre, c'est alors, une vitrine. Moi, ce que j'ai envie de dire quand même, c'est que bon, ok, d'accord, le marmaille il est joli, c'est notre prolongement, on va dire, etc. Mais le marmaille il est loin d'être une poupette. Une petite fille, c'est pas une poupette. Un petit garçon, c'est pas. En fait, l'enfant, c'est pas une poupée. Et bien souvent, là, on est là pour ça aussi, de parler de ces violences intrafamiliales et violences faites aux enfants. C'est que le parent prend justement l'enfant comme un jouet. Quelquefois, même, on va même pas aller dans la violence physique. On va aller dans des séparations, dans des divorces. Donc, on va prendre l'enfant pour embêter le parent. On va le prendre dans le sens qu'on va le monter sa tête contre l'autre parent. Mais non, c'est un enfant. Il a des ressentis, il a son cœur, c'est un enfant et c'est une personne à part entière. Donc, j'ai envie de passer un message aujourd'hui, c'est de dire, maman, c'est pas poupette. Voilà. Et je parle pas du transfert. Regarde, il a le nez de ton père, et il a le nez de son père, il a le menton de sa mère. Il y a un tel transfert que l'enfant, il porte quelque chose que tu lui as rien demandé, quoi. C'est ça. Et la maltraitance, elle commence là. Elle est très psychologique et elle est très émotionnelle parce que l'enfant, il n'existe pas. En fait, il n'existe qu'à travers le regard de ses parents. Et donc, après, dès qu'il est dans un autre contexte ou dès qu'on abuse de lui quelque part ou dès qu'on attend de lui qu'il réponde aux désirs de l'adulte, il est dans l'incapacité aussi de pouvoir comprendre que ce n'est pas normal. Et c'est pour ça qu'il peut se laisser par la suite abuser ou par des autres enfants ou par d'autres adultes. Donc c'est juste important et merci d'aborder les choses de cette façon. Ça permet aussi de permettre aux parents de regarder où est la limite, l'équilibre. Et pour aller un peu dans l'extrême, ce qui est fort, c'est lorsque l'enfant revient avec des notes. S'il travaille bien à l'école, c'est le digne fils de ses parents. S'il travaille pas à l'école, c'est à peine si c'est c'est pas un être qu'on va mettre un peu de côté parce que il n'est pas nous finalement, il n'est pas nous. Et pourtant, il peut être bon ailleurs, hein. Donc il n'y a pas que des notes. Non, je suis on est d'accord. Merci, Jessie. C'est exactement. Il peut être très bon en peinture, il peut être très bon en radio, en télé. Je suis d'accord. Merci. Et apprendre la vie, effectivement, c'est pas que dans les livres, c'est pas que dans des théories, c'est pas que dans des dogmes. C'est aussi apprendre à être lui, apprendre à réfléchir, apprendre à faire ses choix, apprendre à s'exprimer. Ça va bien au-delà des simples notes. Il pourra toujours se rattraper par la suite. Donc les parents, peut-être qu'ils projettent sur leur enfant leur échec quelque part ou leur très grande réussite. En tout cas, ils s'identifient complètement. Ils veulent que l'enfant soit leur image, quoi. Et ça va même plus loin, c'est que la réussite qu'ils décident ou qu'ils veulent pour leur enfant, c'est leur réussite. Oui, c'est une réussite qui ressemble à la leur. Tout à fait. Et ça montre à quel point l'enfant est prisonnier d'un environnement. Tout à fait. Et qu'il aura du mal à sortir. Pourquoi je vais dans l'extrême, en fait ? Parce que la question de dire on écoute l'enfant, comment on peut écouter un enfant dans un cadre pareil ? Comment prendre de la distance avec son enfant qu'on aime
pour que lui, il existe en tant que tel et que les parents puissent l'écouter en tant que tel. C'est la démarche, je suppose. Oui, bien sûr. C'est peut-être déjà comprendre et prendre conscience qu'il est enfermé, que c'est un peu tyrannique, je fais exprès d'employer ces termes, c'est un peu une dictature pour l'enfant que d'être dans une cellule familiale où la famille donne l'impression que tout le monde ne fait plus qu'un seul dans cette famille. On est tous pareils. Et ça, c'est le danger. Et ça, c'est une mémoire qui est portée depuis très très longtemps parce qu'on a été tous en état de survie, parce qu'on sait comment s'est construit la Réunion avec toutes les peurs anciennes, etc. Donc, tout le monde est très 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 attaché, solidaire, mais on est dans l'excès ou trop attaché, c'est pas bon non plus. Donc déjà, de le savoir, d'en prendre conscience, et de se dire après, si je veux aider mon enfant à pouvoir être heureux dans la vie, à pouvoir s'en sortir, à pouvoir dire non quand ça va trop loin, à pouvoir faire ses choix, à lui laisser la possibilité de réfléchir par lui-même, peut-être que je vais essayer de créer un lien et me souvenir, moi, comment j'étais enfant. Je crois que les parents oublient. Et c'est justement la question, c'est est-ce que il faut savoir briser les mémoires du passé, les mémoires cellulaires, les mémoires intergénérationnelles ou transgénérationnelles. C'est ça la difficulté ? Oui, mais j'ai envie de briser. On les brise pas. Ouais. Ce sont nos racines. Elles sont là, elles sont ancrées. Ce sont ces racines. Ouais. C'est ce qui en prendre conscience. C'est celles qui nous ont formés, qui ont créé ce que l'on est. Ne plus en avoir peur et dépasser ce cheminement et de dire je choisis aujourd'hui de ne plus être esclave de mon passé. Ou de ce qui m'a été transmis, mais d'en faire quelque chose, de donner un sens différent et d'en faire quelque chose de très positif pour dire je suis en chemin d'évolution. Ça peut me permettre à me servir de cela, de ces expériences-là pour m'améliorer et pas laisser porter à mon enfant tout ce poids de mes douleurs, tout ce poids de souffrance. Donc on fait avec et on essaye d'en faire quelque chose de plus riche. Par l'art en général, par la culture, par la transmission, pour laisser ensuite l'enfant la possibilité d'en tirer expérience et de leçons de vie, mais de pouvoir prendre cette distance. Mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de ce que j'attendais. Ah, mais oui, vous attendiez quelque chose. C'est-à-dire que là, il faut aussi que les parents prennent conscience qu'ils ont aussi besoin de se regarder, de comprendre leur schéma. Merci, c'est tout à fait cela. D'où l'intérêt du collectif, d'où l'intérêt de l'association EPA qui ne peut pas prendre en charge un enfant tout seul si on ne fait pas alliance avec la famille. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de parentalité à revoir, une parentalité consciente, une éducation aussi, aider les parents. Parce qu'on ne devient parent qu'en ayant enfanté, qu'en ayant mis au monde. On n'apprend pas à être parent à l'école malheureusement. On l'apprend toute la vie. Donc c'est d'aider les parents à identifier tout cela, à se reconnaître à travers l'enfant, à pouvoir, et d'où l'intérêt de faire des ateliers parfois, enfin en tout cas c'est nos objectifs aussi maintenant de les mettre en place, où le parent peut aller visiter aussi ses mémoires d'enfant et pouvoir jouer le rôle de l'enfant de telle manière que l'enfant peut enseigner à ses parents aussi, parce que l'enfant a une intuition, l'enfant a beaucoup de talent, beaucoup de qualités, mais le parent croit que il a une pression aussi, le parent, la pression d'être un bon parent. Alors il imagine qu'il faut faire comme ci, comme ça, et il oublie de s'écouter. L'adulte peut commencer par s'écouter lui et s'accepter, s'accueillir dans ses vulnérabilités et se faire accompagner s'il a besoin. Evelyne, sauf qu'on oublie que généralement pour le parent, son modèle, c'est son parent. C'est son parent. Mais oui. Et c'est ce qu'il a vécu lui quand il était ou qu'elle a vécu. Alors je vais reprendre une expression que tout le monde connaît et ça va être très simple. On casse le schéma. Oui. C'est tellement plus simple, hein. C'est tellement facile à dire, mais il y a tout un travail, il y a tout un cheminement, comme dit Evelyne, c'est tout un cheminement, c'est un travail sur sa personne. Mais surtout, le principal, c'est d'en avoir conscience. Une fois qu'on a pris conscience et qu'on n'est pas dans le déni, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est assez pénible pour la personne qui est concernée, mais pour l'entourage, c'est quand la personne est dans un déni. Donc le déni, c'est le fait de peut-être le savoir et peut-être que je serai peut-être comme ça, mais finalement j'ai pas envie de le voir, donc j'en tiens pas compte. La prise de conscience. Je vais juste là-dessus vous poser un cas, pas de conscience, mais un cas pratique. C'était juste avant le confinement. C'est une mère qui est partie et qui est toujours pas revenue. Et c'est sa première fille qui a une vingtaine d'années, qui gère celui qui a 12 ans et celle qui a 9 ans. C'est comment, dans ce cas-là, est-ce que le ressenti des enfants, parce que c'est 3 enfants, d'une mère qui est partie et qui garde le lien par téléphone depuis une des îles de l'océan Indien,
la conception de la maternité, de l'éducation, de l'amour maternel, tout est remis en cause. Oui, mais là, c'est un peu simplifié dans le sens où on n'a sait pas tous pourquoi elle les est partie, éléments. hein, la On ne mère. sait On ne sait pas les raisons du Ouais. départ. On ne sait pas les raisons, Non. mais au-delà de ça, on ne sait pas quel lien elle a conservé, est-ce qu'elle leur a expliqué, est-ce qu'ils sont au courant, quel lien elle a en les appelant. Ils peuvent aussi, quel lien ils ont ou quelle figure maternante ils ont autour aussi d'eux, parce que peut-être que la maman, elle sait aussi que ses enfants, ils ont d'autres repères. Déjà, il y a une grande fille, et là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ça veut dire que c'est aussi la culture très réunionnaise aussi, hein, que les grands-parents ou les grands s'occupent des petits. Donc la maman, dans son esprit, c'est pas grave si je ne suis pas là, ma grande est adulte, elle va s'occuper. 5 mois, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais la maman pense, avec ses schémas anciens, avec cette reproduction, que j'ai une grande fille de 20 ans qui va prendre le relais, qui va s'en occuper. Donc elle donne... Il est là le danger. Reproduction des schémas. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Bien sûr. C'est ça. Au même titre qu'il y a des mamans qui ont été abandonnées quand elles étaient petites, il y a le schéma de l'abandon. Oui. La maman abandonnée va peut-être d'une manière inconsciente, je peux le dire même là devant les caméras, c'est mon cas. J'ai une mère, moi, qui a été abandonnée toute petite, dans les champs de Cannes, et elle nous a abandonnés. Voilà. Mais à un moment donné, moi, étant maman, j'ai cassé le schéma. Le sachant, oui, mais voilà, le sachant, mais quand je dis casser le schéma, c'est Avec conscience. avec conscience, hein, c'est-à-dire qu'on en a conscience, on a une maman, on a son histoire, on a l'histoire de la famille d'un côté. Heureusement, l'autre côté, c'est une histoire qui est, on va dire, plus équilibrée. Donc ça a permis, imaginez 2 histoires où il n'y a pas d'équilibre. Bon, ça a permis d'équilibrer la première d'un côté, les 2 côtés de la balance, mais à un moment donné, on se dit, et on comprend peut-être, on a une façon d'aborder les choses où on comprend peut-être la maman mieux. On va pas lui en vouloir. Quand on connaît sa souffrance, on peut la comprendre. Ça, il n'y a pas de souci, bien sûr. Mais ce qui est difficile, c'est que l'enfant qui va vivre ça peut reproduire ce schéma. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils se sont abandonnés, rejetés, donc il va vivre avec ces souffrances-là, et qu'inconsciemment, à travers toutes les autres relations ou autour de lui en grandissant, il va chercher sa mère toute sa vie, il va l'idéaliser, cette mère idéale qu'il n'a pas eue. Donc c'est un petit peu le danger, il va porter ça en lui, même s'il n'en a pas conscience. Il risque d'être en rébellion, il risque d'être en révolte, il risque d'avoir une image de la mère qui va être un peu défaillante, et des femmes en général. Enfin, c'est compliqué. Et souvent, pour la fille enfant aussi, parce que là je parlais plutôt du garçon enfant, mais la fille enfant c'est pareil. Elle va peut-être avoir du mal à se fixer ou à faire confiance. Mais on n'a pas parlé du père dans cette histoire-là. Parce que les enfants, ils ont 2 parents. Il n'y a pas que la maman. Et le père, il peut aussi jouer son rôle, c'est-à-dire d'essayer de rétablir le lien aussi avec cette mère abandonnée ou en tout cas rassurer ses enfants. Donc là, on ne sait pas, on n'a pas les éléments. Là aussi, c'est encore une chose, c'est que dans certaines cultures, la présence du père est moins importante par tradition ou par habitude, et souvent l'enfant grandit sans le modèle paternel. C'est le danger, merci. Parce que pour qu'un enfant soit stable et équilibré, il faut aussi qu'il ait le repère d'un père structurant, cadrant, qu'il valorise, qu'il encourage dans ses décisions. Ou un tonton. Qui n'ait peur ou de un rien. tonton, enfin Ou du moins quelqu'un- ou parce que quelqu'un- il y a des mamans solo qui n'ont pas le choix et qui n'ont pas forcément le père. Donc moi je voulais juste c'était mon cas aussi. Souvent on dit oui les mamans solo etc. Le marmaille seigneur cagnard, le machin. Attention au jugement. Moi j'ai été maman solo. Ma fille aujourd'hui est dans la police nationale. Je veux dire voilà à un moment donné faut qu'on arrête les préjugés. Alors ça aussi il faut les casser les préjugés. C'est pas parce une maman les seuls et un papa les seuls que ça y est le marmaille il va à la dérive. Parce que ça aussi, c'est des préjugés qui sont faux. Merci, mais c'est pour on ça peut avoir un tonton sur qui compter, on peut avoir une référence masculine dans la famille qui va faire que, et le marmaille il aura son modèle d'autorité, etc. Mais ce sera pas forcément le papa. Parce que je suis désolée, il y a des papas qui sont là, mais qui sont pas là, en fait. Et puis les décès. C'est pareil, il y a des papas absents ou des mamans absentes par décès aussi, donc, ou par grave maladie. Aussi. Donc c'est effectivement toutes les figures parentales qui sont représentées par d'autres personnes qui peuvent investir ces rôles, comme les éducateurs aussi, comme tout un tas de gens dans la société. Mais c'est important de le nommer et c'est important aussi que quelqu'un veuille bien, ou un parrain, ou voilà, comme tu dis, un tonton, une tati, mais qui joue ce rôle et qui explique à l'enfant pourquoi le papa n'est pas là.
C'est pour ça que regardez les enfants abandonnés ou les enfants adoptés, ils cherchent leur père biologique ou leur mère biologique toute leur vie parce que c'est tabou, parce qu'on n'en a pas parlé. Il suffit d'expliquer à l'enfant, il peut comprendre si on lui donne d'autres repères ensuite. Mais pour revenir Oui. À EPA. à EPA, justement, est-ce que vous avez les moyens, justement, de combler ces carences avant de faire ce travail? Parce que là, à un moment ou à un autre, l'enfant a une souffrance. Les souffrances viennent souvent des carences, qu'elles soient affectives, qu'elles soient qu'elles soient présentielles des parents. Mais il y a un moment, il faut quand même. Est-ce que verbaliser suffit à apporter un début de réponse à ces enfants? C'est important la parole, bien sûr que c'est important d'exprimer ça. On peut redonner du sens à tout, on peut demander de l'aide, on peut se tourner vers des gens, il y a des tas de structures existantes à La Réunion aussi, ou partout, hein, des structures de protection de l'enfance, il y a des tas de gens qui peuvent remplacer ces rôles parentaux défaillants, il y a tout un système d'éducation. Donc si on ne parle pas, on reste effectivement dans l'oubli, dans la dénégation, dans la non-existence. Parler, on est des êtres humains. Nous sommes les seuls êtres sensibles sur la Terre à avoir un langage. Utilisons-le. Donc la parole, ça commence par là. Après, il faut du suivi, de l'accompagnement, il faut de la présence, quelles que soient les personnes. Donc et puis il n'y a pas que le fait d'accompagner les familles, de sensibiliser les familles, d'aider les familles aussi à grandir avec leurs enfants ou à se faire aider si besoin. Puis il y a tout un tas d'ateliers, de choses qui sont proposées. Mais au-delà de ça, la mission aussi du collectif, c'est d'aider les gens à devenir un peu plus autonomes, à se responsabilité, à ouvrir les yeux, à faire un peu le bilan de leur passé, de leur histoire, de leurs croyances et d'essayer de changer ces représentations sociales. Donc c'est de la sensibilisation, c'est de parler comme on le fait aujourd'hui, c'est de créer des événements pour interpeller la population parce que tout le monde a une part de responsabilité dans la manière d'entrer en lien et c'est d'essayer de dialoguer autrement, de créer du lien plus empathique, plus chaleureux en sortant, en quittant les jugements de valeur. Alors, aujourd'hui, quel public s'adresse à vous? Les publics vulnérables, je dirais, moi. Public vulnérable, ça va de l'enfant aux parents qui se sont impuissants, qui n'arrivent pas à protéger, aux voisins, ça peut être la grand-mère, le grand-père, ou aux témoins, à l'être humain en général qui observe une situation de maltraitance ou de violence, qui se sent impuissant ou dans l'incapacité de réagir, ou qui n'ose pas et qui a peur des conséquences, et qui peut se tourner vers nous pour nous demander quoi faire. Comment faire? Oui, parce que il y a beaucoup de monde, hein, c'est vrai que beaucoup de personnes n'osent pas faire le pas. N'osent pas de dire voilà, mais il veut pas signaler parce que à sa place le marmaille, là ça dénonce une affaire, ah non, elle est pas bon, il dit pas rien. Non. Signaler là, des fois signaler, c'est pas dénoncer, c'est pas faire de la délation comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas ça, c'est protéger. Déjà changer les mentalités en disant comme ça aux gens. Si vous entendez, je sais pas, un marmaille qui crie, mais il y a une façon de crier aussi, me veut dire, mais un marmaille qui est vraiment dans la souffrance, restez pas dans le silence. Il sera pas forcément placé. On place pas un enfant comme ça du jour au lendemain, il y aura une enquête, etc. On va aller chercher, mais s'il vous plaît, allez-y, signalez, quoi. Signaler. Alors, soit signaler avec EPA, on a le 119, on a des numéros comme ça, la PMI, etc. Mais ne restez pas dans le silence, parce que, en plus, c'est non-assistance à personne en danger, à mineur en danger. Donc, déjà, d'une, et de deux, faut pas avoir cette peur-là. Faut pas avoir cette honte, cette peur de dire, voilà, mais ça va dénoncer une affaire, machin, nanana. Non. Mais ça va protéger l'enfant. Ça, c'est, Alerter qu'il y a un malaise, qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et penser que l'enfant, c'est le seul être avec les personnes âgées et les personnes handicapées. Ne l'oublions pas, ce sont aussi des personnes vulnérables. Parce que l'association, elle s'ouvre à tous. À partir du moment où c'est pour orienter ou c'est pour... mais on a fait le choix de l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant, tout seul, il ne peut faire aucune démarche. Parce que lui, dans ses repères, il est en état de survie permanente. C'est-à-dire que s'il perd son parent, même maltraitant, il ne pourra pas se nourrir tout seul, il ne pourra pas s'habiller tout seul, il ne pourra pas être éduqué tout seul, il ne pourra pas fuguer, il va aller où, habiter où. Il est totalement dépendant. Même du père maltraitant, il l'aime parce que c'est son seul repère. Donc, quand on se laisse ça, on sait que s'il évolue et grandit dans ce climat-là, qu'est-ce que ça va faire à l'avenir? Ça va faire quoi? Des tas de mondes, d'adolescents, d'adultes, jeunes adultes qui font quoi? Qui agressent, qui sont délinquants, qui se droguent, qui ont des maladies chroniques. Pourquoi? Parce que ce sont toutes des souffrances étouffées qui n'ont jamais été vues. Quelle société on construit demain?
Ça va aller de pire en pire dans la guerre, dans la colère, dans la dépendance affective perpétuelle. Vous voyez ce qu'on reproduit comme schéma? Donc il y a un moment, on dit stop. Les enfants d'aujourd'hui non écoutés seront des adultes qui vont être en rébellion. Regardez les générations. On a des jeunes aujourd'hui de moins de 10 ans qui s'agressent de plus en plus, et même sexuellement. Regardez l'hypersexualisation qu'on voit dans les médias, à la télé. On donne des modèles maintenant où il n'y a plus de limites, il n'y a plus de repères. Les enfants... Sauf dans La Réunion, les là, mais précise. Hein. Oui. Merci. Merci, c'est gentil. Donc, mais c'est bien de le dire, parce qu'on est là pour essayer de libérer la parole et d'être sans tabou. Ce sont tout des choses dangereuses. L'hyperconsommation du corps de l'enfant, des femmes, etc. Et ce qui conduit à des adultes complètement dysfonctionnels. C'est pour ça qu'on se dit, n'attendons pas qu'il soit trop tard, n'attendons pas d'avoir un enfant qui grandit avec une maladie psychiatrique ou des maladies chroniques, parce que c'est ce qu'on observe chez les adultes d'aujourd'hui. Mais on fait pas le lien, et on comprend pas que c'est lié avec sa construction d'enfant, parce qu'on n'a jamais regardé ça. Donc aujourd'hui, on le regarde. On dit quand il y a un enfant ou quand il y a une famille qui souffre, la famille, personne n'est parfait. Mais on peut orienter, on peut la conseiller, on peut déjà écouter et entendre, déjà recueillir la parole, déjà créer un lien empathique, un lien de confidence. C'est l'avantage d'une association. C'est-à-dire qu'il y a un lien différent avec la personne en souffrance, elle va se confier, il y a un lien d'amitié, il y a quelque chose de plus facile à dire auprès d'une association qu'auprès d'un service social ou qu'auprès d'une institution, d'une administration. Mais on passe quand même le message qu'on collabore avec tout le monde, et on est là pour ça aussi. Voilà, on relaye, on recueille, parce qu'on a un dialogue, voilà, on a une information qui est plus vraie, plus simple, plus spontanée, plus authentique. Il y a une alliance qui s'installe, on crée un lien de confiance avec les personnes, les enfants, parce qu'on va d'abord écouter l'enfant avant les parents. Souvent, quand on est informé, on va privilégier d'entendre l'enfant et de le mettre en confiance. Et après, on peut informer, relayer, nous, et travailler avec des partenaires sociaux, des partenaires judiciaires, des partenaires médicaux. D'où l'intérêt d'avoir, à la suite de l'association EPA, qui était née en 2019, de créer officiellement le collectif pour déployer un réseau de partenaires. Donc, on lance un appel aussi aujourd'hui, parce qu'on est en train de démarcher, de faire connaissance. On a été un petit peu retardé avec la période du confinement sur les rendez-vous, mais on continue de développer tous ces partenariats de collaboration avec le département, avec bien sûr les services de victimologie, les services de pédopsychiatrie, les services sociaux, les placements, le GUT, les gendarmeries, les commissariats, pour informer de notre démarche, comment on fait, de leur donner des informations qu'ils n'ont peut-être pas, pour essayer de travailler mieux ensemble et de pouvoir fédérer et pas rester cloisonnés où chacun dans son coin fait des choses. Et puis des fois les procédures sont très très longues aussi. Donc on est là pour faire accélérer. Donc c'est vraiment un appel on a juste envie de rendre l'humanité de plus en plus belle, de collaborer ensemble. Donc tous les partenaires sociaux sont bienvenus et on travaille nous avec des professionnels compétents. Alors EPA, c'est vrai que est né à la base en 2019 avec l'association EPA. C'était vraiment, il y avait pour objectif de créer un circuit court de prise en charge. On a le circuit court de prise en charge de la consommation, etc. Et ben je me dis pourquoi pas la prise en charge d'un enfant qui est en danger. Jasmine, il y a tellement de longueur dans les procédures, il y a tellement, un enfant est en danger, il faut attendre de passer dans tel service, le tel service, alors on ne sait pas si l'information va être passée correctement, enfin dans les délais qui sont impartis, etc. Non, et on a noté bien sûr quelques dysfonctionnements, mais enfin là c'est pas, voilà. Mais l'idée aussi de PA, c'est de quelque part de jouer un peu le relais. Si on peut passer le relais, si on peut donner les informations, si on peut collaborer d'une manière, sur une plateforme comme ça, on va dire plateforme collaborative, on entend parler beaucoup maintenant de ce type de choses, et ben pourquoi pas. Voilà, c'est le but vraiment de PA actuellement. D'accord. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. On a pris le temps de le faire. On a pris presque 29 minutes. Merci de nous l'avoir accordé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que, écoutez, si vous avez d'autres choses à dire, vous nous faites savoir et nous reviendrons. Nous reviendrons avec de nouveaux événements festifs. Pour tout le monde, pour toute la famille. Des permanences. On va créer des permanences d'écoute, d'accompagnement sur les 4 coins de l'île. Ça, c'est notre projet principal. Et puis 2e édition de Famille en Fête, le 13 décembre à la Possession. D'accord. Pour vous joindre, vous avez
06 93 84 68 68. Vous avez une page bleue? Oui, une page EPA sur Facebook, Écoute-moi, protège-moi, aide-moi, un groupe aussi Messenger et la page du collectif, le collectif Écoute-moi, protège-moi, aide-moi. Et en confidentialité, on peut échanger en MP si besoin, si les gens veulent conserver l'anonymat et avoir des informations. D'accord, merci Jessie. Merci Jessie. Merci Evelyne. beaucoup. En tout cas, j'espère que cet échange a apporté, je dirais, du réconfort pour ceux qui ont besoin de s'exprimer. C'était l'objectif. Merci à vous deux. On tourne une page, on se retrouve juste après.